Et on accueille notre première invitée pour parler d'une série documentaire événement qui sera diffusée à partir de demain en télévision sur RTL TVI. Alors tous ceux qui sont en âge de s'en souvenir savent encore ce qu'il faisait le 29 mai 1985. C'est le jour du drame du Heysel, ce qui devait être la fête du football, puisque c'était Liverpool qui devait rencontrer la Juventus de Turin en finale de la Coupe d'Europe des champions. Et bien, cette fête du football finalement va se transformer en drame. Il y aura 39 morts dans un stade qui accueille quasiment 60 000 spectateurs. Ça se passe donc dans le stade du Heysel en 1985. Et cette série documentaire va revenir sur ces événements jusqu'au procès et jusqu'à même à parler des répercussions que ce drame a eu par la suite. Alors pour nous en parler, nous recevons Geneviève Lemal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de cette série documentaire qui est en coproduction donc avec RTL. Donc cette série qui s'appelle La tragédie du Heysel, pourquoi en parler aujourd'hui? On n'est pas dans un anniversaire, on n'a pas quelque chose de particulier. Vous avez décidé de sortir cette série documentaire, pourquoi? Alors, RTL nous ont contactés fin d'année 2020, donc il y a presque 2 ans. Ils avaient produit une série documentaire qui s'appelle Soupçon sur l'affaire Westphal. Et donc, ils étaient à la recherche d'autres séries documentaires. Et immédiatement, j'ai pensé au drame du Heysel. On était en plein dans le Covid. Et pour moi, il y a certaines similitudes. Oui, que vous allez nous expliquer. Et donc, moi, je propose qu'avant de continuer à en parler, on regarde le teaser qu'on regarde de cette série documentaire. J'y étais. C'était horrible. Tu ne vas pas à un match pour mourir. Tu y vas pour le football. Le football, c'est de la merde. On est avec nous ou contre nous. De vraies guerres tribales. C'était devenu une guerre. Quand je suis entré dans le stade, j'ai vu que c'était sérieux. J'avais l'impression d'être compressé, d'être écrasé. J'étais couvert de poussière et de sang. Je n'arrivais plus à respirer. Les gens étaient comme de l'eau. C'était des personnes, des êtres humains, mais ils étaient comme de l'eau qui se déversait. Il a essayé de lui faire du bouche à bouche, de la ranimer, mais il n'y avait plus rien à faire. C'était vraiment un spectacle effroyable. Pour la première fois de ma vie, j'ai été confronté à des cadavres. Un événement pour lequel il n'y avait pas de mots. Une catastrophe, c'est une accumulation de détails négatifs qui se mettent en place. Les officiels qui sont tétanisés, dépassés par les événements. On a décidé de jouer le match, vu qu'on n'avait pas d'autre solution. Toutes les mesures avaient été prises et il y avait le personnel nécessaire. Je ne veux pas que la gendarmerie devienne le bouc émissaire de cette affaire. Voilà. Il n'y a pas de refus de responsabilité, il y a l'affirmation que tout le dispositif nécessaire avait été mis en place. Nous devons arrêter les responsables, les traduire en justice et les condamner à des peines sévères qui dissuaderont tous les autres. Nous vous arrêtons pour le meurtre de Mario Ronchi et de 38 autres personnes. C'était un massacre qui était parfaitement évitable. Le Heysel, c'est il y a combien? Qui s'en souvient? Vous et moi. Voilà, donc c'est vraiment un résumé de tout ce qu'on va voir dans cette série documentaire depuis le moment où les supporters rentrent dans le stade jusqu'au procès, et puis de voir un petit peu comment les témoins vivent encore aujourd'hui les suites de ce drame. Alors, c'est vrai que le drame du Heysel, on en a déjà énormément parlé, on en a vu beaucoup d'images, mais ici, on en voit énormément. On sent qu'il y a vraiment un travail de fourmi entre les images d'archives qu'on peut voir et la recherche de témoins qui s'est faite. Oui, en effet.
On a été beaucoup aidés parce qu'on a travaillé sur base d'un très bon livre enquête écrit par Jean-Philippe Leclerc. Qui réalise le documentaire. Qu'il avait publié en 2005 pour les 20 ans. Et quand je l'ai contacté pour demander si on pouvait adapter son livre, il a dit oui, avec plaisir, mais ça fait vraiment longtemps que j'aurais voulu faire un documentaire, donc il a insisté pour faire partie de notre équipe et on a eu beaucoup de chance de bénéficier de ses connaissances vraiment très approfondies de l'histoire, des contacts qu'il avait, et on a pu enrichir ces contacts avec d'autres recherches. On a des témoignages exclusifs de personnes qui n'ont jamais témoigné jusqu'ici, notamment peut-être parce que maintenant ils sont retraités, donc ils peuvent plus facilement parler. Oui, donc il a fallu convaincre tous les témoins déjà qu'il avait rencontrés pour son livre et de nouveaux témoins. Il a fallu les convaincre de témoigner et on sent que pour toutes ces personnes qui témoignent, le drame est encore bien présent et qu'il y a énormément d'émotions. Oui, tout à fait. Et ils ont des souvenirs extrêmement précis, même 37 ans après. Je pense que c'est des événements tellement intenses que ça marque pour toute la vie. Oui. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce documentaire, c'est que les témoignages qu'on entend sont vraiment portés par les images de 1985, les images d'archives, où on voit les gens qui parlent, on les voit en images. On voit par exemple un papa qui est à la recherche de sa fille, il explique qu'à un moment il retrouve sa fille et qu'il lui fait du bouche à bouche. On voit ces images d'archives, il y a vraiment un lien entre les images et les témoins qui ont été retrouvés. Oui, en effet, on a une équipe de 5 archivistes qui ont fait un travail de fourmi et les réalisateurs aussi ont visionné des heures et des heures d'archives. Oui, donc, et ça donne ces témoignages qui sont assez bouleversants. C'est vrai, j'avais envie de le dire, parce que quand on voit en tout cas les premiers épisodes où le drame se joue, on est bouleversé plus que tout ce que jusqu'ici j'avais déjà vu sur le drame du Ezel. Oui, moi j'avais une petite question concernant la temporalité de ces images qui datent avec, vous l'avez dit, un travail d'archiviste. Est-ce que votre travail aurait été différent aujourd'hui avec toute cette accumulation d'images qu'on aurait eu sur les réseaux sociaux quand il se passe des événements aujourd'hui? Les images, on y a accès tout de suite. C'est peut-être là qu'est la différence avec ce travail d'époque, avec des images qu'on a vues peu. Alors que si ça s'était passé aujourd'hui, tout le monde y aurait déjà eu accès. Oui, mais c'est pas pour ça qu'elles auraient été montées de cette manière. Il y a par exemple un très bon documentaire sur le 11 septembre. On connaît les images, mais c'est quand même une manière de raconter une histoire. Oui, ça remonte aussi tout de même il y a plus de 20 ans. Ce qui est frappant, c'est que quand on a essayé de financer la série, on nous disait oui, c'était il y a tellement longtemps, il n'y a pas vraiment de lien avec l'actualité. Et malheureusement, au moment où elle sort, même les équipes de RTL nous ont dit on ne pensait pas être autant dans l'actualité parce que le problème de la violence dans les stades, malheureusement, c'est vraiment revenu. Et on a d'ailleurs modifié le montage de notre 6e épisode pour tenir compte de la catastrophe qu'il y a eu en Indonésie. Oui, et d'ailleurs, justement, quand on entend dans le teaser là, un des témoins qui dit « Qui se souvient encore du drame du Ezel ?» Donc, évidemment, nous, on s'en souvient parce qu'on l'a vécu, on l'a vu. Vous pensez que c'est vraiment important que ce genre de série documentaire soit vue par les jeunes? Oui, je pense, parce que ça raconte aussi une époque. Peut-être on l'explique, mais c'est un concept pour les jeunes. Personne dans le stade n'avait de téléphone portable, donc les gens ne savaient pas ce qui s'était passé. Les supporters anglais se sont rendus compte sur les ferries qui les ramenaient en Angleterre qu'il y avait des morts. Ils ne le savaient pas. Oui, donc les réseaux, et même les forces de l'ordre avaient énormément de mal à communiquer. À un moment, on doit faire même un appel à la télévision, à la gendarmerie, à tous les gendarmes pour qu'ils rejoignent leur caserne parce qu'on n'arrive pas forcément pas à les joindre si facilement. Oui, c'était une toute autre époque. Exactement. Donc il y avait 400 000 téléspectateurs 400 millions qui ont vu les morts en direct, mais les gens dans le stade, il n'y avait que 2 téléphones, donc les gens ne savaient pas dans le stade ce qui s'était passé. Ouais, mais même à la télé, on ne se rendait pas compte qu'il y avait autant de morts à ce moment-là. On avait vu les bousculades, on avait vu effectivement des images déjà terribles, mais personne, même les commentateurs ne se rendaient pas compte au moment où le match allait commencer qu'il y avait 39 morts. On parlait de 1, 2 ou peut-être un petit peu plus.
Et oui, voilà. Enfin, je ne vais pas tout spoiler, mais on a reproché aussi aux joueurs d'avoir joué, d'avoir célébré leur victoire. Et notamment Michel Platini qui joue ce... Tout à fait. Et on explique très bien dans le documentaire qu'en fait, il n'était pas au courant et que sans doute ça aurait été pire s'il ne l'avait pas fait. Ouais. Mais c'est vraiment une enquête très immersive et très émouvante dans laquelle... Toutes les parties ont l'opportunité de donner leur point de vue et de ce fait, le téléspectateur peut se faire sa propre opinion. Mais merci Geneviève Lemal d'être venue parler de cette série documentaire, La tragédie du Heysel. Donc en 6 épisodes, les 2 premiers épisodes sont à voir dès demain sur RTL. Et puis on peut aussi dire que vous serez à Rome à 19h50 et vous serez à Rome le week-end prochain pour présenter cette série à un festival. Oui, et d'ailleurs, nos partenaires italiens nous ont dit que quand il y a eu les incidents en Indonésie, du coup, tous les journaux italiens ont refait le lien avec le Heysel, parce que la majorité des morts étaient italiens. Merci Geneviève Lemal. Merci à vous.